Chapitre 5. Cela l'inquiéta, et il pensait à s'en retourner, mais comme il passait devant un boulanger, l'envie de manger du pain fut si grande qu'il s'arrêta sur la porte pour en demander. « Combien en veux-tu, mon garçon ?» lui demanda le boulanger, qui l'examinait d'un air de surprise enjouée. « Pouvez-vous m'en donner un bien gros ?» dit Clopinet, qui désirait en avoir pour plusieurs jours. « Certainement, répondit le boulanger, et même 2 et même 3 si tu as la force de les emporter. »« Eh bien, donnez-m'en 3, reprit Clopinet, je les porterai. »« Il y a donc bien du monde à nourrir chez vous. »« Apparemment, répondit l'enfant, qui ne voulait pas faire de mensonge. »« Oh oh, tu es bien fier. Tu n'aimes pas à causer. Tu ne veux pas dire qui tu es et où tu demeures, car je ne te connais point et tu n'es pas du pays. »« Non, je ne suis point d'ici, répondit Clopinet. Mais je n'ai pas le temps de causer. Donnez-moi mes 3 pains, s'il vous plaît, et dites-moi ce qu'il faut vous donner d'argent. »« Ah, dame, ça fait de l'argent, car le pain est très cher ici. Mais si tu veux me donner les 3 plumes que tu as à ton bonnet, tu pourras revenir tous les dimanches pendant 1 mois, chercher autant de pain qu'aujourd'hui sans que je te demande d'argent. Tu vois que je suis raisonnable et tu dois être content. » Clopinet crut d'abord que le boulanger se moquait de lui. Mais comme cet homme insistait, il lui vint tout à coup assez de jugement dans l'esprit pour se dire que ces 3 plumes devaient être quelque chose de rare, et que c'était cela que le monde regardait et non pas lui. Il les ôta vivement, et le boulanger tendait déjà la main pour les prendre, quand Clopinet, qui ne tenait pas à l'argent, parce qu'avec ses 2 gros écus il se croyait riche pour toute sa vie, refusa de donner ces plumes si belles qu'il avait été chercher si haut au péril de sa vie. « Non, dit-il, voilà de l'argent. Payez-vous de vos 3 pains, j'aime mieux garder mes 3 plumes. Veux-tu du pain 2 fois par semaine au lieu d'une seule fois? Non merci, j'aime mieux payer. Veux-tu 4 pains par semaine pendant 2 mois? Je vous dis que non, répondit Clopinet. J'aime mieux mes plumes. Le boulanger lui donna les 3 pains. Clopinet paya et s'éloigna. Mais comme pour reprendre le chemin du désert, il devait tourner la rue, il se retrouva derrière la maison du boulanger, et il entendit que cet homme disait « Non, pour 48 livres de pain, il n'a pas voulu me céder ses plumes. » Clopinet s'arrêta sous la fenêtre et entendit une voix de femme qui disait « Était-ce bien des plumes de roupeau ? Oh, des vraies, et des plus belles que j'ai jamais vues. »« Diantre, reprit la femme, ça devient rare. Les roupeaux ne nichent plus que sur la plage, et à présent il y a de ces aigrettes qu'on paie 1 louis la pièce. Ça t'aurait fait 3 louis. Eh bien, il faut courir après ce petit et lui offrir 1 écu de 3 livres pour chaque plume. Peut-être aimera-t-il mieux de l'argent blanc qu'un crédit de pain. » Clopinet, on l'a vu, ne tenait pas à l'argent blanc. Il doubla le pas, et pendant que le boulanger le cherchait d'un côté, il se sauva de l'autre et retourna vers son désert. Cette aventure lui donnait bien à penser. Pourquoi donc, se disait-il, ces plumes de roupeau, puisque roupeau il y a, sont-elles si précieuses? Comment est-il possible que des plumes d'oiseaux puissent valoir 1 louis d'or la pièce? J'aurais cru que cela ne pouvait servir que d'amusette à se mettre sur la tête, et voilà que si j'avais demandé au boulanger de me nourrir pendant 1 an, il aurait peut-être dit oui pour avoir mes 3 plumes. N'ayant pas encore connu la misère, Clopinet n'était pas intéressé. Il était bien plus sensible au plaisir de posséder une chose rare qui avait peut-être une vertu merveilleuse inconnue. Comme il était absorbé par ses réflexions et suivait sans plus se méfier de rien le chemin du milieu des dunes, il entendit derrière lui une voix aigre et criarde qui disait « Vous dites qu'il a pris par là? Soyez tranquille, je le rattraperai bien, et s'il ne veut pas vendre ses plumes, je les lui arracherai. Comme ça nous les aurons pour rien, et c'est la meilleure manière de faire les affaires. » Cette voix était encore loin, mais elle était si perçante qu'elle portait à bonne distance, et comme elle était de celles qu'on n'oublie pas, Clopinet reconnut que le tailleur en personne était à sa poursuite. Tout aussitôt, ses ailes de peur l'emportèrent bien loin du chemin dans les buissons. Mais quand il fut là, il se sentit très honteux d'être si lâche devant un bossu, lui qui était monté à la grande dune et qui avait nagé dans la mer. 2 choses que Tirago n'eût jamais osé tenter. Il faut, pensa-t-il, que je devienne un homme et que je cesse de craindre un autre homme. Sans cela, je serais toujours malheureux et ne pourrais aller où bon me semble. Je suis aussi grand et aussi fort que cet avorton de tailleur,
et mon oncle Lucky assure qu'il n'est brave qu'avec ceux qui ne le sont pas. Finissons-en, allons, et que les bons esprits de la mer me protègent. Il remit fièrement ses 3 plumes à son bonnet, posa ses 3 pains sur l'herbe, et ramassant son bâton qui était solide et ferré au bout, il s'en alla tout droit au devant du tailleur, résolu à taper dessus et à le dégoûter de courir après lui. Quand il le vit en face, le cœur lui manqua, et il faillit s'enfuir encore. Mais tout aussitôt il agita ses bras en se disant que c'étaient des ailes de courage, et il fit faire à son bâton un moulinet rapide très bien exécuté. Le tailleur s'arrêta net, et faisant 2 pas en arrière, « Tiens » dit-il en ricanant comme pour faire le gracieux, « c'est mon petit apprenti. Holà, Clopinet, mon mignon, reconnais-moi. Je suis ton ami, et ne te veux point de mal. » Si fait, répondit Clopinet. Vous voulez me voler mes 3 plumes, je le sais. Oui-da, reprit le tailleur tout étonné. Qui a pu te dire pareille chose? Les esprits, apparemment, répondit Clopinet, qui se tenait sur une grosse pierre au bord du chemin, toujours en position pour défendre son trésor et sa liberté. Aussitôt qu'il eut dit ces mots, il vit Tire-à-Gauche pâlir et trembler, car ce bossu croyait aux esprits plus que personne. « Voyons, petit, reprit-il, tu es bien méchant. Dis-moi où nichent les roupeaux qui te donnent de pareilles aigrettes. Je ne te demande pas autre chose. » « Ils nichent, répondit Clopinet, dans un endroit où les oiseaux et les esprits peuvent seuls monter. C'est vous dire que je ne vous crains pas, et que si vous tentez encore quelque chose contre moi, je vous y porterai comme un roupeau y porte un crabe, et vous ferai rouler au fond de la mer. » Clopinet parlait ainsi, poussé par je ne sais quel vertige de colère et de fierté. Le tailleur crut tout de bon qu'il s'était donné au lutin, et tournant les talons marmottant je ne sais quelle parole, il reprit le chemin de Villers à toutes jambes. Clopinet, émerveillé de sa victoire, rentra dans le travers de la dune, ramassa ses pains et les porta lestement dans sa grotte. Là il se parla tout haut à lui-même, car il avait absolument besoin de parler. C'est fini. Je n'aurai plus peur de rien et personne ne m'emmènera jamais où je ne voudrais pas aller. Me voilà délivré, et si c'est l'esprit de la mer qui m'a donné du courage, je ne veux plus jamais perdre ce qu'il m'a donné. À présent, se dit-il encore, je chercherai d'autres plumes de cet oiseau merveilleux dont l'aigrette, je ne sais pourquoi, fait tant d'envie au monde. Quand j'en aurai beaucoup, je les vendrai, et j'irai dire à mon père, je n'ai pas besoin d'être tailleur, et tout boiteux que je suis, me voilà capable de gagner plus d'argent en un jour que mes frères en un an. Comme ça le père sera content, et me laissera vivre à mon idée. Il se retrouva donc dans sa solitude avec plaisir. Il était si content d'avoir du pain, et celui qu'il avait acheté était si bon qu'il ne se régala pas d'autre chose ce jour-là. La crainte de trop jeûner ou d'être trop absorbé par le souci de pêcher chaque repas l'avait un peu inquiété les jours précédents. Sûr désormais de circuler sans crainte et d'acheter ce qu'il voudrait, il ne borna plus son ambition à prendre des petits oiseaux et des petits poissons pour ses repas. Il voulut avoir des choses de luxe, des aigrettes à rendre jaloux tous les habitants du pays et à faire crever de rage le sordide tailleur. Le lendemain, il fit une chose périlleuse et difficile. Il n'attendit pas le jour pour monter tout au beau milieu des grands pics déchiquetés de la falaise, et il y monta si adroitement et si légèrement qu'il ne réveilla pas un seul oiseau. Alors il se coucha doucement sur le côté, de manière à bien voir sans avoir à faire aucun mouvement. Il ne s'était pas aventuré jusque-là la première fois, il fut surpris d'y trouver une ruine qu'on ne voyait qu'en y touchant, et dont il put s'expliquer la destination. L'endroit était fort bien choisi pour servir de refuge à des oiseaux qui aiment à percher. On avait établi là autrefois une vigie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un sémaphore. Vous en avez vu un dans une autre partie de ces mêmes dunes. Cela sert à noter tout ce qui se passe sur la mer et à transmettre des avis. Jadis, c'était une simple baraque d'observation pour empêcher le vol du sel, qui était une contrebande très répandue sous le nom de faux saulnage. La baraque en question s'était écroulée avec un pan de la grande falaise. Ses ais disjoints et sa charpente étaient restés en partie debout, engagés dans une fente, et les roupeaux qui aiment les arbres
mais qui avaient été très pourchassés dans les bois et les étangs du pays à cause de leur précieux plumage, avaient établi leur colonie sur cette ruine invisible du dehors et depuis longtemps oubliée. Un petit marécage s'était formé à une certaine distance de l'éboulement, et beaucoup d'autres oiseaux aquatiques avaient transporté de ce côté leur domicile. Cette vigie expliquait l'ermitage et la lucarne d'observation située au-dessous, et de même abandonnée. Sans doute, c'était un refuge que les guetteurs condamnés à vivre dans ce poste dangereux s'étaient creusé et construit en secret pour se mieux abriter des tempêtes, sans être réprimandés par leur chef. Clopinet, qui avait rapporté de son court séjour à Trouville des notions un peu plus nettes qu'auparavant, fut content de voir qu'il était seul en possession du secret de sa demeure et de celle de ses roupeaux. Il observa leur nid, grossièrement construit avec des branches et tous placés dans les bifurcations des bois de charpente. Il n'y vit que des femelles qui couvaient sans se déranger, mais peu à peu, les mâles arrivèrent pour se reposer de leur chasse nocturne. C'est à cause de leurs habitudes et aussi à cause de leurs cris que les anciens naturalistes les ont appelés nycticorax, corbeaux de nuit. Ils appartiennent à la même famille que les hérons. Leur vrai nom est bioraux. Leur plumage est épais et leur vol est sans bruit comme celui des oiseaux nocturnes. Cependant, lorsqu'ils ont des petits, ils chassent aussi le jour. Mais ils n'en avaient pas encore donné dans la colonie, et ces messieurs y venaient dormir après avoir fait manger ces dames. Clopinet, qui les voyant d'abord en dessous, les avait crus tout blancs, reconnut qu'ils n'avaient de blanc que le cou et le ventre. Leurs ailes étaient gris de perles, un joli manteau vert sombre leur couvrait le dos, et de leur bonnet, vert aussi, tombait sur le dos cette longue et fine aigrette invariablement composée de 3 plumes. Les mâles seuls paraissaient avoir cette riche coiffure. Cependant, Clopinet vit que plusieurs ne l'avaient pas encore ou ne l'avaient plus. C'était le moment de la nuit, et beaucoup de ces plumes précieuses, éparses sur les rochers, étaient le jouet du vent. Clopinet ne bougea pourtant pas pour les ramasser, voulant voir les habitudes de ces rôdeurs de nuit, qui, sans faire attention à lui, apportaient aux couveuses les poissons, coquillages et insectes qu'ils avaient pris. Le repas terminé, ils s'aperçurent de la présence de l'étranger et tous en même temps avertis par le cri de l'un d'eux, tournèrent la tête de son côté. D'abord, Clopinet fut un peu ému de voir tous ces grands yeux rouges qui le regardaient. Les mâles étaient bien là, une 50aine, gros comme de jeunes dindons, armés de longs becs et de griffes pointues. Si tous se furent mis après l'enfant curieux, ils eussent pu lui faire un mauvais parti. Mais ils le contemplèrent d'un air de stupéfaction, et ne le voyant pas remuer, ils ne s'occupèrent plus que de se quereller entre eux à coups d'ailes, et sans se blesser. Puis ils se mirent à se gratter, à s'étendre, même à bâiller comme des personnes fatiguées. Enfin, chacun cherchant un endroit commode, tous s'endormirent sur une patte au lever du soleil. Alors Clopinet se leva doucement et fit sa récolte de plumes sans les déranger, après quoi il redescendit, sagement résolu à ne pas les dégoûter de leur campement et à ne plus prendre les œufs de femelles. Il y retourna la nuit suivante, avant que les mâles fussent revenus de leur chasse nocturne. Il n'éveilla pas les couveuses et mit du pain devant leur nid, pensant qu'elles le trouveraient bon et lui en sauraient gré. Il ne se trompait pas, bien que ce fût une idée d'enfant. Presque tous les oiseaux aiment le pain, quelque différente que soit leur nourriture, et le matin suivant, il vit que le sien avait été mangé. Il continua ainsi, et bientôt tous les bioraux, mâles et femelles, furent habitués à le voir, se sauvèrent peu loin à son approche, enfin ne se sauvèrent plus du tout. Il en était né de jeunes qui, le connaissant avant de connaître la peur de l'homme, se trouvèrent si bien apprivoisés qu'ils venaient à lui, se couchaient sur ses genoux, mangeaient dans sa main et le suivaient jusqu'au bord de la dune quand il les quittait. Il prit tant de plaisir à cette occupation qu'il ne s'ennuyait plus du tout. Il commençait à aimer ces oiseaux sauvages, comme il n'avait jamais aimé ses pigeons et ses poules. Il méprisait les amitiés banales et se sentait fier d'avoir apprivoisé des animaux méfiants dont les gens du pays cherchaient en vain la retraite et ne pouvaient approcher.
Il se prit aussi d'affection pour tous les autres oiseaux, car il s'aperçut que, semant du pain partout dans ses promenades, marchant posément et sans bruit, n'attaquant et n'effrayant aucun d'eux, il arrivait à ne plus les mettre en fuite et à les voir se poser, voltiger et s'ébattre tout près de lui. Il se reprocha le meurtre de la perdrix de mer et s'en alla acheter du fromage et de la viande, afin de ne plus être tenté de tuer les compagnons de sa solitude. Il n'alla pas faire ses provisions à Villers, où il craignait d'être reconnu, tourmenté et peut-être suivi par le boulanger. Il avait remarqué un hameau plus proche, puisqu'il est situé sur la dune même, du côté où elle s'abaisse vers la terre ferme. Je crois que ce hameau s'appelle Auberville. Il y trouva tout ce qu'il souhaitait, et même des pommes bien conservées qu'il paya cher. Il n'était pas assez raisonnable pour ne pas faire quelque folie. Il y but un pichet de cidre, il l'aimait tant. Il eut bien soin de ne pas arborer son aigrette et de ne point causer inutilement. Il avait désormais 2 secrets à garder, son nom et son pays, afin de n'être pas reconduit de force chez ses parents, son domicile dans la falaise, afin de ne pas y attirer les enfants curieux ou les chasseurs amateurs d'aigrettes. Mais en écoutant causer, il apprit plusieurs choses sur le pays, et il vit que les jeunes habitants de ce village connaissaient assez bien les mœurs des oiseaux de la côte. Il n'en citait que 2 espèces précieuses, les roupeaux ou bioraux, qu'on ne pouvait plus atteindre, se cachaient trop bien ou ne nichaient plus dans le pays, et les petites grèves qui ne faisaient que passer et auxquelles on avait tant fait la chasse qu'ils étaient devenus rares et méfiants. Clopinet fit des questions sur ces grèves et apprit encore que le plumage épais et brillant de leur ventre se vendait comme fourrure d'ornement aux marchands plumassiers qui passaient 2 fois l'an. Comme il avait déjà une douzaine d'aigrettes, Clopinet souhaitait beaucoup de savoir le jour et l'heure où passeraient ces brocanteurs afin de faire affaire avec eux. Mais il craignait d'adresser trop de questions et il se promit de mieux s'informer un autre jour.